Le refuge était censé être sûr. Le point d'extraction était censé être dégagé. L'équipe de Six Navy SEALs était censée disposer de 48 heures avant que les forces ennemies ne puissent les localiser dans cette région montagneuse isolée. Au lieu de cela, 60 militants armés convergeaient vers leur position depuis 3 directions, avec moins de 20 minutes d'avertissement. Les chances étaient de 10 contre 1. La situation se détériorait de seconde en seconde, et la seule sniper de l'équipe, Tessa Rivera, n'avait qu'un seul choix: commencer à éliminer les cibles plus vite qu'elle ne pouvait organiser un assaut ou regarder ses coéquipiers mourir dans les 30 minutes suivantes. Certains snipers comptent leurs tirs, d'autres comptent leurs victimes. Voici l'histoire d'une femme, d'un fusil et des 47 combattants ennemis qui ont appris que les chiffres n'ont pas d'importance quand on affronte quelqu'un qui ne rate jamais sa cible. Tessa Rivera avait 29 ans et était sniper dans les Navy SEALs depuis 6 ans lorsque tout a mal tourné dans la région de la vallée de Panjshir, en Afghanistan. La vallée elle-même était légendaire. C'était le même terrain où Ahmad Shah Massoud avait repoussé les forces soviétiques pendant des années, où les montagnes s'élevaient comme des murs et où chaque village pouvait être une forteresse. C'était un endroit magnifique, mortel, et actuellement rempli de gens qui voulaient la mort de son équipe. La mission semblait simple lorsqu'elle leur avait été présentée 72 heures plus tôt à l'aérodrome de Bram. Infiltrer une région vallonnée isolée près de la frontière pakistanaise, recueillir des renseignements sur un centre d'entraînement présumé de terroristes et se retirer avant que les forces ennemies ne puissent réagir. 6 opérateurs, 3 jours sur place, sans que personne ne s'en aperçoive. L'équipe était petite mais compétente. Le lieutenant-commandant Marcus Webb dirigeait l'équipe. Avec 10 ans d'expérience chez les SEAL et 2 déploiements avec DevGuru, c'était le genre d'opérateur qui avait tout vu et tout survécu. Le premier maître James Torres s'occupait des effractions et des combats rapprochés. Le premier maître David Chen était leur spécialiste en communication. Le second maître Miguel Santos était en tête et s'occupait de la navigation dans le terrain montagneux traître. Le quartier maître de 2e classe, Sarah Mitchell, était leur médecin et leur opératrice d'assaut secondaire. Et Tessa était leur tireuse d'élite, celle qui voyait les menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes, celle qui éliminait les cibles à des distances que les autres ne pouvaient atteindre, celle qui assurait la surveillance et maintenait l'équipe en vie quand tout le reste partait en vrille, ce qui était exactement ce qui venait de se passer. Ils s'étaient infiltrés par hélicoptère 3 nuits auparavant, atterrissant dans une vallée isolée à 15 km de leur zone cible. L'infiltration s'était déroulée à la perfection. Aucun contact, aucun compromis. Ils se déplaçaient sur un terrain si accidenté que la plupart des forces ennemies l'évitaient complètement. Ils avaient établi une cachette dans un complexe abandonné, construit à flanc de montagne, une structure qui leur offrait une vue dégagée sur les environs tout en restant cachés à l'œil nu. La collecte de renseignements s'était bien déroulée. Ils avaient identifié le centre d'entraînement, répertorié le personnel, enregistré les communications et rassemblé suffisamment de preuves pour justifier une opération de plus grande envergure. La mission était un succès à 48 heures de leur extraction prévue. C'est alors que leur spécialiste en communication, Chen, avait intercepté des communications radio ennemies qui avaient glacé le sang de tout le monde. « Ils savent que nous sommes ici », avait déclaré Chen d'une voix tendue tout en surveillant le récepteur crypté. « Je capte plusieurs unités qui sont détournées vers cette vallée. Ils organisent une opération de recherche. Quelqu'un a compromis notre position. » Webb a immédiatement ordonné à l'équipe de se diriger vers le point d'extraction de secours situé à 8 km au nord-est. Mais avant même qu'ils aient pu emballer leur équipement, Torres, qui était de garde à un poste surélevé du complexe, a passé un appel radio qui a confirmé leur pire crainte. Contact. Plusieurs véhicules approchent du sud. On estime à plus de 20 le nombre d'hommes en âge de combattre, armés de fusils AK et de mitrailleuses PKM. Ils se dirigent directement vers notre position. L'équipe s'était immédiatement mise en position défensive, mais la situation s'était détériorée à une vitesse effrayante. D'autres forces ennemies étaient apparues à l'ouest puis au nord. En moins de 10 minutes, ils se retrouvaient face à environ 60 combattants hostiles qui les encerclaient de 3 côtés et d'autres allaient probablement arriver du 4e côté, à l'est, où le terrain était le plus difficile, mais où se trouvait leur seule véritable voie de retraite. Webb avait rapidement fait le calcul tactique. Nous ne pouvons pas les distancer avec tout notre équipement.
Nous allons tenir bon ici. Retenez-les suffisamment longtemps pour que les renforts aériens arrivent. Chen, envoyez-moi des renforts aériens dès que possible. Des avions de soutien aérien rapprochés qui pourraient larguer des bombes sur les positions ennemies et leur donner un peu de répit. Mais la réponse de Chen avait été la dernière mauvaise nouvelle. Les renforts aériens sont à 40 minutes minimum. Les hélicoptères Apache les plus proches sont engagés dans une autre opération. Nous sommes livrés à nous-mêmes jusqu'à ce qu'ils puissent se désengager. 40 minutes contre plus de 60 combattants ennemis qui s'organisaient actuellement pour lancer un assaut sur une position dont ils connaissaient d'une manière ou d'une autre l'occupation par l'équipe. Le complexe abandonné était défendable, mais pas idéal. Les murs de pierre offraient une bonne protection contre les tirs d'armes légères, mais ils limitaient également la mobilité et créaient une position fixe qui pouvait être contournée. La partie surélevée où Torres avait monté la garde offrait une bonne observation, mais exposait quiconque l'occupait à des tirs provenant de plusieurs directions. La structure principale avait des points d'entrée limités, ce qui était bon pour la défense, mais mauvais s'il devait se retirer sous le feu. Tessa s'était immédiatement déplacé vers la position surélevée, installant son fusil, un MK-13 Mod 7 en 3000 Winchester Magnum avec une lunette Schmidt et Bender, avec des champs de tir couvrant les voies d'approche les plus probables. De sa position, elle pouvait voir environ 270 degrés du terrain environnant, avec des portées variant de 200 mètres à plus de 800 mètres selon la direction. Le reste de l'équipe avait fortifié la structure principale du complexe, se positionnant de manière à couvrir les angles morts de Tessa et à se défendre contre toute attaque qui passerait à travers son champ de tir. Ils avaient des munitions pour un combat prolongé, mais pas indéfini. Ils disposaient de quelques grenades à fragmentation et d'une mine Claymore. Ils étaient en communication radio avec le commandement supérieur, mais n'avaient aucun moyen d'accélérer l'arrivée des renforts. Ce qu'ils avaient, c'était Tessa Rivera avec un fusil de précision, 120 cartouches de munitions de qualité militaire et 6 ans d'expérience dans l'élimination de cibles dans les pires conditions possibles. Les unités Tango s'organisent à la lisière de la forêt, à 600 mètres au sud, rapporta calmement Tessa sur la radio de l'équipe. On estime leur nombre à 25 combattants. On dirait qu'ils se préparent à attaquer par le feu et la manœuvre. Un deuxième groupe de 20 est visible à la lisière des arbres, à 400 mètres à l'ouest. Un troisième groupe approche du nord. Impossible d'en compter le nombre exact pour l'instant, mais on estime qu'il y en a 15 à 20 autres. Bien reçu, répondit Webb. Vous avez le droit de tirer sur tout ennemi qui représente une menace. Faites en sorte que vos tirs soient efficaces. Nous devons briser leur volonté d'attaquer avant qu'ils ne se lancent à fond. La position de Tessa lui offrait une vue plongeante sur le champ de bataille qui se développait autour d'eux. Le groupe sud était le plus important et le mieux organisé. Ils descendaient de leur véhicule et se préparaient clairement à une attaque coordonnée avec une base de tir et une manœuvre. Le groupe ouest avançait sur un terrain plus difficile, mais se rapprochait. Le groupe nord était encore loin, mais avançait régulièrement. Engageant le groupe sud, Tessa transmit en commençant par ce qui semblait être les éléments de commandement. À travers sa lunette, le monde se rétrécissait pour devenir plus clair et plus net. À 600 mètres, les combattants ennemis étaient clairement visibles. Des hommes vêtus d'uniformes militaires et de vêtements civils, portant des AK-47 et des mitrailleuses PKM, certains avec des RPG attachés dans le dos. Elle pouvait les voir s'organiser, les chefs gesticulant et positionnant les combattants pour l'assaut. La respiration de Tessa ralentit pour suivre le rythme qu'elle avait appris au cours de milliers d'heures d'entraînement et de centaines d'heures de combats réels. Son rythme cardiaque ralentit. Le monde extérieur à sa lunette s'estompa pour ne devenir qu'un bruit de fond. C'était là que les grands tireurs d'élite opéraient. Sans précipitation, sans panique, juste une exécution mécanique et fluide des compétences acquises à l'entraînement. L'homme qui semblait diriger le groupe sud faisait des gestes aux combattants à sa gauche, les positionnant pour un mouvement de contournement. Il se tenait partiellement derrière un arbre, mais une partie suffisante de son torse était visible pour tirer. Tessa ajusta la portée de 600 mètres en tenant compte du vent léger soufflant de gauche à droite et de la légère inclinaison vers le haut de sa position. Le réticule se posa sur son centre de gravité.
Elle expira à moitié et retint son souffle. Son doigt augmenta la pression sur la détente avec une régularité fluide. Le fusil recula doucement contre son épaule. À travers la lunette, elle vit l'impact. La cible s'effondra immédiatement. Les combattants autour de lui se dispersèrent, cherchant la source du tir qu'ils ne pouvaient ni voir ni entendre à 600 mètres de distance avec un fusil silencieux. Cible neutralisée, rapporta calmement Tessa, qui avait déjà repéré sa prochaine cible. Un combattant armé d'une mitrailleuse PKM s'installait derrière un rocher qui lui offrait un excellent champ de tir vers le complexe. Il était concentré sur sa tâche, ignorant qu'il était observé. Le deuxième tir de Tessa l'abattit avant qu'il n'ait pu utiliser son arme. Le groupe Sud réagissait désormais au tir du sniper, mais n'avait toujours pas localisé sa position. Il se mettait à couvert, se criait des ordres, regardait dans la mauvaise direction. Leur organisation s'effondrait, tandis que leur chef tentait de déterminer d'où provenaient les tirs. Tessa reporta son attention sur le groupe Ouest. À 400 mètres et se déplaçant sur un terrain plus accidenté, ils représentaient des cibles plus difficiles à atteindre, mais ils avançaient aussi de manière plus agressive, pensant probablement qu'ils se trouvaient hors de portée effective. Un combattant bondissait d'un abri à l'autre, essayant de réduire la distance. Tessa suivit ses mouvements, prédit où il s'arrêterait et tira alors qu'il plongeait derrière un rocher. Il n'y parvint pas. La balle le toucha en plein mouvement et il s'effondra lourdement. Le groupe occidental se rapproche à 350 mètres, a signalé Tessa. Engagement. La cible suivante était en train de préparer un RPG. Le lanceur était visible dans son dos alors qu'il s'agenouillait pour préparer un tir. Les RPG constituaient une menace sérieuse pour les murs de pierre du complexe. Il fallait les éliminer avant qu'ils ne puissent tirer. Le tir de Tessa a été précipité selon les normes des tireurs d'élite, seulement 2 secondes entre l'acquisition de la cible et la pression sur la gâchette, mais il a été efficace. Le combattant armé du lance-roquette s'est effondré. Le groupe occidental avait désormais identifié sa position générale et ripostait, mais à 350 mètres, avec des AK-47 contre une position surélevée, leur précision était négligeable. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête ou frappaient les murs de pierre sous sa position, mais aucune ne s'approchait particulièrement de la cible. Tessa ignora les tirs ennemis. La peur était contre-productive. La panique était fatale. Elle se concentra sur la cible suivante, puis sur la suivante, éliminant le groupe occidental avec une efficacité mécanique. Un combattant essayait de couvrir ses coéquipiers qui avançaient. Un homme gesticulait et donnait clairement des ordres. Un autre combattant était équipé d'un lance-roquette. Le groupe occidental rompt le contact, annonça Torres, depuis sa position dans le complexe principal. Ils se replient pour se mettre à couvert. Tu leur as fait peur. Le groupe nord continue d'avancer, ajouta Webb. Ils sont à 350 mètres et ne semblent pas encore savoir que nous avons engagé le combat avec les autres. Tessa reporta son attention vers le nord. Ce groupe se déplaçait plus prudemment sur un terrain qui offrait une bonne couverture. Ils approchaient par un ravin qui limitait son champ de vision. Elle pouvait apercevoir des combattants se déplaçant entre des positions de couverture, mais il était difficile de tirer sans risque. Elle attendit patiemment, guettant une occasion. Un combattant s'est exposé en traversant une partie dégagée du ravin. Elle a tiré et il est tombé. Un autre combattant s'est arrêté à un endroit qu'il pensait être caché, mais qui était en fait visible depuis son angle surélevé. Un autre tir, une autre cible éliminée. Le groupe Nord avait désormais compris qu'il était sous le feu et s'était mis à couvert, s'arrêtant à 250 mètres du complexe. Il n'avançait plus, mais ne se retirait pas non plus. Il était devenu une menace fixe qu'elle devait neutraliser. Le groupe Sud se réorganise, cria Chen. On dirait qu'ils font venir d'autres combattants et peut-être des véhicules. Tessa reporta sa lunette vers le sud. Le groupe initial avait été renforcé. Elle pouvait maintenant voir ce qui semblait être 30 à 40 combattants à la lisière de la forêt, et d'autres arrivaient dans des camionnettes. Ils restaient à couvert, ayant clairement compris que s'exposer signifiait se faire tirer dessus. L'un des véhicules, un véhicule technique équipé d'une mitrailleuse lourde montée à l'arrière, se positionnait pour fournir un appui-feu à un autre assaut. Le véhicule technique constituait une menace sérieuse, capable de neutraliser l'ensemble du complexe avec un feu nourri et soutenu. À 650 mètres, tirer sur le mitrailleur serait efficace, mais temporaire. Quelqu'un d'autre prendrait simplement le relais. Tessa devait neutraliser le véhicule technique lui-même.
Elle déplaça son point de mire du mitrailleur vers le bloc moteur du véhicule. La balle 300 Winchester Magnum ne détruirait pas le moteur, mais elle pourrait l'endommager suffisamment pour mettre le véhicule hors d'état de fonctionner. Elle tira 3 coups rapides successifs sur le compartiment moteur. Le capot du véhicule technique se mit à fumer. Le véhicule était hors de combat, mais les combattants apprenaient. Ils se couvraient mieux, se déplaçaient avec plus de prudence et ne constituaient plus des cibles faciles. Le groupe Sud préparait ce qui semblait être une base de tir coordonnée pour neutraliser le complexe, tandis que des éléments de manœuvre avançaient depuis plusieurs directions. « Contact à l'ouest » cria Santos. « Ils essaient de contourner notre position. J'estime à 10 le nombre de combattants qui se déplacent dans l'angle mort de votre couverture. » Tessa ne pouvait pas couvrir tous les angles simultanément. L'élément de flanc ouest se déplaçait sur un terrain qu'elle ne pouvait pas observer depuis sa position actuelle. L'équipe allait devoir faire face à cette menace par des tirs directs. Elle pouvait entendre le craquement caractéristique des fusils M4 alors que ses coéquipiers engageaient le combat avec l'élément de flanc. Le bruit des tirs de riposte des AK-47, le bruit métallique des grenades lancées. Un combat rapproché qu'elle ne pouvait pas soutenir depuis sa position de sniper. Les flancs ouest repoussés. Webb a signalé 2 ennemis abattus. Les autres se sont retirés, mais ils vont réessayer. Le groupe Sud avance, a signalé Tessa, observant à travers sa lunette environ 25 combattants qui commençaient à bondir d'un abri à l'autre, utilisant le terrain et la végétation pour masquer leurs mouvements. Ils menaient un assaut d'infanterie compétent, faisant feu avec des mitrailleuses, tandis que les fusiliers avançaient par petites poussées. Tessa a commencé à engager les combattants qui avançaient à un rythme accéléré. Elle a suivi la cible d'un homme qui courait entre des rochers et a tiré, le faisant tomber en plein élan. Un combattant fournissait un tir de couverture derrière un arbre. Elle a attendu qu'il se découvre pour tirer et l'a éliminé lorsqu'il l'a fait. Elle a donné la priorité au chef qui dirigeait l'assaut et a tiré malgré l'angle difficile. Sa cadence de tir était passée à un tir toutes les 4 à 6 secondes, rapide selon les normes des tireurs d'élite de précision, mais nécessaire compte tenu de la situation tactique. Chaque tir nécessitait l'acquisition de la cible, l'estimation de la distance, la correction du vent et un contrôle parfait de la détente. Chaque tir aboutissait soit à un coup au but, soit à un tir manqué de très peu, ce qui poussait la cible à chercher un meilleur abri. L'assaut sud était au point mort. Ils avaient avancé d'environ 50 mètres avant de subir des pertes qui les avaient contraints à se mettre à terre. L'élan de l'assaut était brisé, mais le répit était temporaire. Tessa pouvait les voir se réorganiser, faire venir plus de combattants, probablement dans le but de rassembler suffisamment de force pour submerger la position, quelles que soient les pertes. Le groupe Nord avance à nouveau, avertit Torres. Ils utilisent le ravin comme couverture. Je les vois à peine. Tessa se déplaça vers le nord. L'approche par le ravin était tactiquement judicieuse. Elle offrait une excellente couverture et permettait aux attaquants de s'approcher à moins de 200 mètres avant de devoir s'exposer pour l'assaut final, mais elle les canalisait également vers un itinéraire prévisible. « Je couvre la sortie du ravin », transmet Tessa. « S'ils sortent, je peux les engager. » « TS est encore à 20 minutes, rapporta Chen, la frustration perceptible dans sa voix. Ils avancent aussi vite qu'ils le peuvent, mais nous sommes loin de leur position actuelle. Encore 20 minutes contre une force ennemie qui grandissait et s'organisait de plus en plus à chaque instant qui passait. Jusqu'à présent, l'équipe avait tenu le périmètre grâce à une combinaison de tirs à longue portée de Tessa et de tirs directs depuis le complexe. Mais les munitions étaient limitées et l'ennemi semblait disposer de renforts illimités. Des combattants ont commencé à émerger de la sortie du ravin, se précipitant vers le complexe par groupes de 3 ou 4, essayant de submerger la capacité de Tessa à les engager tous. Elle a travaillé méthodiquement sur les cibles. Premier combattant à terre, deuxième combattant à terre, troisième combattant cherchant à se mettre à couvert, quatrième combattant battant en retraite dans le ravin. Le groupe suivant de combattants a tenté la même approche. Même résultat. Les victimes et les survivants battent en retraite. Ils nous testent, observa Webb à la radio. Ils essaient d'évaluer nos capacités et de déterminer nos positions. La véritable attaque approche. Il avait raison. Le commandant ennemi se montrait intelligent, dit épensant un minimum de force dans des attaques de reconnaissance pour recueillir des renseignements, préservant ses forces principales
pour une attaque coordonnée une fois qu'il aurait compris la défense. Les groupes sud, ouest et nord reçoivent tous des renforts, rapporta Tessa, observant à travers sa lunette l'arrivée de nouveaux véhicules à des positions éloignées. J'estime qu'il y a maintenant plus de 70 combattants. Peut-être plus, je ne peux pas observer. La situation en matière de munitions devenait préoccupante. Tessa avait commencé avec 120 cartouches. Elle avait tiré environ 35 coups jusqu'à présent, avec environ 30 impacts confirmés et 5 quasi-impacts qui avaient eu un effet dissuasif. Il lui restait donc 45 cartouches pour ce qui allait suivre. Le soleil se couchait, ce qui allait compliquer son efficacité. La lunette était équipée d'un éclairage pour le tir dans des conditions de faible luminosité, mais l'identification des cibles allait devenir plus difficile à mesure que l'obscurité tombait. L'ennemi le savait probablement et allait attendre la nuit pour lancer son assaut principal. Attention, le commandant ennemi attend probablement la nuit, transmet Tessa à l'équipe. Une fois qu'ils ne pourront plus voir clairement les éclairs des canons et que nous aurons perdu une partie de notre identification visuelle, ils vont passer à l'attaque. D'accord, répondit Webb. Nous devons mettre à profit les 20 prochaines minutes. Lorsque KS arrivera, nous aurons besoin de cibles marquées pour des frappes immédiates. L'attente était angoissante. Tessa maintenait la surveillance, observant les positions ennemies se consolider et s'organiser. Elle pouvait les voir positionner des mitrailleuses pour le soutien de feu. Elle pouvait les voir organiser des éléments d'assaut. Elle pouvait voir les chefs se déplacer entre les positions, coordonnant l'attaque. Elle engageait les cibles opportunes lorsqu'elles se présentaient. Un combattant qui s'exposait trop longtemps, une équipe de mitrailleurs s'installant dans une position qu'elle pouvait atteindre, des chefs qui commettaient l'erreur de rester debout pour observer le complexe. Chaque tir épuisait ses réserves de munitions, mais retardait également la préparation de l'assaut ennemi. Chaque victime qu'elle infligeait était un combattant de moins qu'il pouvait engager dans l'attaque. Chaque chef qu'elle éliminait perturbait leur coordination. 10 minutes avant le casse, la lumière déclinait rapidement. Le soleil se couchait maintenant derrière les montagnes occidentales et projetait de longues ombres à travers la vallée. Tessa passa au réticule lumineux de sa lunette. Le faible croisillon rouge lui servait de référence pour viser dans l'obscurité grandissante. Mouvement au sud, rapporta-t-elle. Il change de position, probablement pour préparer l'assaut final. Mouvement au nord, ajouta Torres. Plusieurs combattants sortent du ravin. Ils se regroupent au point de sortie. Mouvement à l'ouest, rapporta Sandos. On dirait une autre tentative de contournement, avec un groupe plus important cette fois. L'assaut coordonné commençait, dans 3 directions simultanément, probablement avec toutes les forces restantes engagées pour submerger la position avant l'arrivée du soutien aérien. Toutes les positions, armes libres. Engagez le combat à volonté, ordonna Webb. Tessa, donnez la priorité à tout ce qui menace de percer. Tous les autres, couvrez vos secteurs assignés. Combattez intelligemment et utilisez vos munitions à bon escient. L'assaut sud frappa le premier. Environ 25 combattants avancèrent avec un appui-feu intense provenant de mitrailleuses positionnées à la lisière de la forêt. Tessa engagea le combat contre les mitrailleuses, essayant de les neutraliser suffisamment longtemps pour permettre à ses coéquipiers de s'occuper des fusiliers qui avançaient. Ces tirs obligèrent les mitrailleurs à garder la tête baissée, réduisant leur cadence de tir et leur précision. Les fusils M4 du complexe crépitaient sans discontinuer tandis que ses coéquipiers engageaient le combat contre les combattants qui avançaient. Des grenades explosèrent lorsque l'ennemi se rapprocha suffisamment pour les lancer. Les tirs défensifs étaient nourris mais contrôlés. Chaque tireur choisissait ses cibles, gérait ses munitions et s'efforçait d'arrêter l'assaut. L'assaut nord émergea du ravin. 15 à 20 combattants se précipitèrent vers le complexe à travers un terrain offrant une couverture minimale sur les 200 derniers mètres. C'était le moment décisif. S'ils réduisaient la distance, la défense s'effondrerait dans un combat rapproché où l'avantage numérique ferait la différence. Tessa concentra toute son attention sur l'assaut nord. Sa cadence de tir passa à un coup toutes les 3 secondes, éliminant les combattants qui avançaient avec une précision mécanique. Cible, portée, vent, feu. Cible, portée, vent, feu. Aucune hésitation, aucun tir inutile. Juste l'exécution fluide de compétences acquises à l'entraînement. Le premier combattant tomba à 180 mètres.
le deuxième à 170, le troisième à 160. La ligne d'avance subissait des pertes plus rapidement qu'elle ne pouvait réduire la distance. Les survivants se couchèrent à 140 mètres, cloués au sol par des tirs précis, incapables de s'échapper. La tentative de contournement par l'ouest visait le point faible du complexe, le secteur que ni Tessa ni les positions du complexe ne pouvaient couvrir efficacement. Santos et Mitchell se battaient pour tenir ce secteur à l'aide de grenades et de courtes rafales de tirs de fusil. Les secteurs ouest sont soumis à une forte pression, rapporta Santos, haletant entre chaque mot. Nous aurions besoin de renforts, mais Tessa ne pouvait pas aider le secteur ouest depuis sa position. Elle devait faire confiance à ses coéquipiers pour tenir ce flanc pendant qu'elle continuait à neutraliser les autres menaces. L'assaut sud avait été stoppé à 100 mètres du complexe. Les survivants se mettaient à couvert et continuaient à tirer, mais ne progressaient plus. L'assaut nord était bloqué à 140 mètres. L'assaut ouest continuait à avancer, mais subissait des pertes sous le feu défensif de Santos et Mitchell. Le KKS était à 2 minutes. Chen signalait qu'il avait besoin des emplacements des cibles pour des frappes immédiates. Tessa évalua rapidement la situation. La plus forte concentration de forces ennemies se trouvait toujours à la lisière sud, où se trouvaient les renforts et les armes de soutien. Il fallait frapper là en premier pour les empêcher de renforcer l'assaut en cours ou d'en lancer un autre. La cible prioritaire est la ligne d'arbres à 600 mètres au sud du complexe. Tessa a transmis une estimation de 25 à 30 combattants, plus des armes lourdes et des véhicules. La cible secondaire est la ligne R à 400 mètres à l'ouest. On estime à 15 le nombre de combattants qui tentent de contourner notre position. Je marque les cibles pour le CAS, confirma Chen. Le bruit des réacteurs devint audible. Des F-16 approchaient à grande vitesse. Tessa pouvait les voir arriver de l'est, leurs silhouettes se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Viper Flight, ici l'équipe au sol Endeg Chenisse. Nous avons des troupes en contact. Danger imminent. Nous demandons une mission de tir immédiate sur les coordonnées marquées. Chen transmettait à l'avion. Équipe au sol 1, Viper 21. Nous comprenons, troupes en contact, danger imminente. Préparez-vous pour le largage. Les F-16 se rapprochaient, se dirigeant vers la ligne d'arbres au sud où se trouvait la force ennemie principale. Tessa regardait à travers sa lunette, tandis que les avions larguaient leurs bombes, des bombes guidées par GPS 500B qui suivaient leur cible avec précision. Les explosions étaient massives, illuminant l'obscurité naissante de flashs brillants qui roulaient à travers la ligne d'arbres. Des explosions secondaires suivirent lorsque les véhicules et les réserves de munitions explosèrent. L'onde de choc était visible même à 600 mètres de distance, les débris et la fumée s'élevant dans le ciel du soir. La position d'assaut sud avait été efficacement détruite. Les combattants qui avaient survécu fuyaient de la destruction. Les F-16 revinrent pour un deuxième passage, ciblant cette fois la crête ouest. D'autres explosions, d'autres ravages, d'autres positions ennemies anéanties par des frappes aériennes de précision. Les combattants qui avaient attaqué le complexe depuis plusieurs directions battaient désormais en retraite, rompant le contact et se retirant d'un combat qu'ils ne pouvaient plus gagner. L'arrivée du soutien aérien avait transformé la situation tactique, passant d'une défense désespérée à une déroute ennemie. Tous les secteurs, l'ennemi se retire. Transmission web. Maintenez l'observation, mais économisez les munitions. Tessa, y a-t-il encore des menaces assez actives? Tessa scruta à travers sa lunette, vérifiant chaque position ennemie précédente. La lisière sud était en ruine et en feu. La crête ouest était cratérisée et fumait. La sortie nord du ravin était vide. La force d'assaut s'était repliée dans le ravin et continuait probablement à se retirer de là. Aucune menace active n'était visible. Tessa a rapporté « Je vois des mouvements dispersés d'individus se retirant vers l'est et le sud, mais aucun groupe organisé et aucune posture offensive. Le CAS reste en position pendant les 30 prochaines minutes », a ajouté Chen. « Ils sont disponibles pour des frappes supplémentaires si nécessaire et assureront la surveillance pendant notre extraction. » L'hélicoptère d'extraction est arrivé 25 minutes plus tard, atterrissant dans une clairière à 200 mètres du complexe, tandis que les F-16 tournaient au-dessus de leur tête, surveillant les environs. L'équipe a abandonné sa position défensive, rassemblé son équipement et ses matériaux sensibles, et s'est dirigée vers l'hélicoptère sous la protection des avions en orbite.
Alors que l'hélicoptère décollait, Tessa regarda et champ de bataille. La rangée d'arbres au sud brûlait toujours. Le complexe qui avait servi de position défensive semblait petit et vulnérable vu d'en haut. La vallée qui avait failli devenir leur tombeau disparaissait dans l'obscurité en contrebas. Elle avait tiré 87 coups pendant l'engagement. Elle avait réussi 73 éliminations ou suppressions confirmées. Elle avait empêché plusieurs tentatives d'assaut de submerger la position. Elle avait maintenu son équipe en vie pendant les 40 minutes les plus longues de sa carrière militaire. Excellent travail là-haut, Rivera, dit Webb, via le système de communication interne de l'hélicoptère, sa voix trahissant son épuisement et son respect sincère. Sans votre couverture, il nous aurait envahis dans les 10 premières minutes. Vous venez de sauver 6 vies ce soir. Je fais juste mon travail, monsieur, répondit Tessa, sa voix trahissant le même épuisement. Ton travail consistait à repousser plus de 60 combattants pendant 40 minutes, alors que vous étiez 10 fois moins nombreux, intervint Torres. Ce n'est pas rien. C'est une performance exceptionnelle dans les pires conditions possibles. Les autres membres de l'équipe approuvèrent Saint. Ils avaient tous vu ce qu'elle avait fait, compris à quel point ils avaient été près d'être submergés, reconnu qu'une seule personne armée d'un fusil avait fait de la différence entre la survie et la catastrophe. L'hélicoptère s'est envolé vers Bram, transportant 6 opérateurs qui avaient survécu à un combat dont ils n'auraient pas dû sortir indemnes. Derrière eux, les forces ennemies se retiraient toujours d'une vallée où elles s'attendaient à une victoire facile et où elles avaient au contraire rencontré un tireur d'élite des Navy SEALs qui avait prouvé que le nombre n'avait pas d'importance face à quelqu'un qui ne rate jamais sa cible. 3 jours plus tard, Tessa était assise dans une salle de débriefing à Bram, répondant aux questions des agents des services de renseignement qui voulaient en comprendre chaque détail de l'engagement. Les forces ennemies étaient plus importantes que prévu initialement. Les interceptions suggéraient qu'environ 90 combattants avaient participé à l'assaut, avec 47 victimes confirmées directement attribuables au tir de Tessa et une douzaine d'autres victimes dues au tir défensif de ses coéquipiers. Le commandant ennemi faisait apparemment partie des victimes. Le tir de Tessa, qui avait éliminé l'homme dirigeant l'assaut sud, avait également tué un commandant taliban de niveau intermédiaire, dont la mort était désormais rapportée par les services de renseignement. D'après l'évaluation de l'ennemi basée sur l'interception de leur communication, ils auraient rencontré une force bien plus importante que 6 personnes. L'officier du renseignement expliqua qu'ils rapportaient à leurs supérieurs avoir attaqué une position défendue par au moins 20 à 30 combattants de la coalition. Ils ne peuvent pas concevoir qu'un seul tireur d'élite soit responsable de la majorité de leurs pertes. Tant mieux, intervint Webb, qu'ils pensent que nous sommes plus forts que nous ne le sommes. Cela les rendra plus prudents. Une fois le débriefing officiel terminé, Webb prit Tessa à part. Il est question de vous recommander pour une Silver Star pour vos actions pendant l'engagement. Vos performances ont largement dépassé les normes attendues. Je n'ai fait que ce pourquoi j'ai été formé, monsieur. Nous sommes tous entraînés, mais nous ne sommes pas tous capables d'agir comme vous l'avez fait sous une telle pression. L'expression de Webb était sérieuse. Vous avez repoussé une force 10 fois supérieure à la nôtre pendant 40 minutes, éliminé près de 50 combattants ennemis et empêché notre position d'être envahie. Ce n'est pas une question d'entraînement. C'est une question de compétences exceptionnelles et de courage sous le feu. Tessa ne savait pas quoi répondre. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle avait tiré les coups qui comptaient. Elle avait sauvé la vie de ses coéquipiers. N'était-ce pas là le rôle d'un SEAL? 6 mois plus tard, Tessa se tenait en uniforme d'apparat lors d'une cérémonie où elle a reçu la Silver Star pour son courage au combat. La citation disait en partie « Pour sa bravoure et son intrépidité remarquable au combat contre un ennemi des États-Unis », alors qu'elle servait comme tireuse d'élite au sein d'une unité Navy SEAL engagée dans des opérations de combat. L'exceptionnelle précision de tir, le sens tactique et le courage inébranlable du quartier-maître Rivera sous le feu intense de l'ennemi ont directement contribué à empêcher la position de son équipe d'être envahie par des forces hostiles numériquement supérieures. La médaille était lourde dans sa main. La cérémonie était solennelle et respectueuse. Les officiers supérieurs qui ont épinglé la médaille sur son uniforme comprenaient ce qu'elle représentait. Pas seulement un engagement, mais des années d'entraînement et de dévouement qui ont abouti à 40 minutes où chaque tir comptait et où toute erreur signifiait la mort.
Mais ce dont Tessa se souvenait le plus, ce n'était pas la cérémonie de remise de la médaille, ni la reconnaissance officielle. C'était le moment, 3 jours après l'engagement, où l'équipe s'était réunie de manière informelle et où Torres avait levé sa tasse de café pour porter un toast. Et à la meilleure sniper de la marine, avait-il dit, qui a prouvé qu'une seule personne avec un fusil et les compétences pour l'utiliser peut vaincre n'importe quel adversaire. L'équipe avait repris le toast en chœur, et à ce moment-là, Tessa avait compris quelque chose d'important. Les récompenses et les médailles étaient agréables. La reconnaissance des hauts responsables était appréciée. Mais ce qui comptait vraiment, c'était le respect des personnes qui avaient été là, qui avaient vu ce dont elle était capable, qui lui avaient fait confiance pour les garder en vie alors que tout allait de travers. Elle était seule face à 10 adversaires. Elle avait affronté des forces ennemies qui auraient dû submerger sa position. Elle avait eu 40 minutes pour soit atteindre un niveau que la plupart des tireurs d'élite n'atteignent jamais, soit regarder ses coéquipiers mourir. Elle avait choisi d'agir coup par coup, cible par cible, élimination par élimination. 47 combattants ennemis avaient découvert que ce n'est pas le nombre qui détermine l'issue d'un combat. Ce sont les compétences, c'est l'entraînement, c'est le refus absolu d'accepter la défaite. Tessa Rivera était une sniper des Navy SEALs confrontée à une situation impossible dans une vallée reculée dont la plupart des gens n'entendraient jamais parler, dans le cadre d'une mission qui resterait classifiée pendant des années, accomplissant un travail que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Et elle avait prouvé quelque chose que tous les grands tireurs d'élite savaient. Lorsque la vie de vos coéquipiers dépend de vos performances, lorsque les chances sont contre vous, lorsque tout s'écroule, c'est là que l'entraînement devient instinctif. Lorsque l'habileté devient un art, lorsqu'une seule personne armée d'un fusil peut changer l'issue d'une bataille entière, l'ennemi était en infériorité numérique. Il ne l'a simplement pas su avant qu'il ne soit trop tard. Car il ne combattait pas 6 SEALs, mais 5 SEALs et Tessa Rivera avec un fusil de sniper. Et cela a fait toute la différence. Merci d'avoir regardé.